Ce n'est pas un rêve, mais une terrible réalité. La Côte d'Ivoire s'est réveillée, sonnée ce jeudi au lendemain du décès de son Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme parti de rien pour se faire une place au soleil, populaire et apprécié au sein de presque toutes les couches socio-économico-politiques de la Côte d'Ivoire. Décès en Allemagne des suites d'un cancer de celui que les Ivoiriens appelaient Ambak ou encore le Golden Boy, à l'âge de 56 ans, survenu 4 jours après les législatives du 6 mars, au terme desquelles il a d'ailleurs été réélu dans la ville d'où il est originaire, Séguéla, dans le nord-ouest du pays. Hélas, le député de Séguéla ne siégera jamais. Comme le dit la sagesse, les voies de l'Éternel sont insondables, les desseins de Dieu sont impénétrables. Séguéla perd son député, Abobo son maire, les forces armées en charge de la défense, leur ministre, la République perd son Premier ministre, le président de la République perd son fils, son épouse, ses enfants et sa famille perdent un socle. La Côte d'Ivoire perd un illustre serviteur, un homme dévoué, un homme dont on va parler tout le long de cette émission spéciale. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous suivre. Avec nous en plateau, 4 invités pour l'instant. Gervais Coulibaly, il est le président du parti politique CAP-UDD, un parti politique de l'opposition ivoirienne. Meïté Sendou, il est journaliste, fondateur de Nord-Sud Média. Aristide Nkenda, il est journaliste éditorialiste. Et enfin, Abdulkader Cissé, il est président de la JUNC, la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. La nouvelle est tombée hier. Messieurs, comment vous l'avez accueillie tout de suite, Meïté Sendou? Ça a été un choc. Ça a été un choc. C'est vrai que nous savions tous que le Premier ministre avait été transféré pour des soins médicaux depuis le 18 février, je crois. Voilà. Ensuite, on a vu les bulletins de presse descendre, dont un qui précisait que de Paris, il avait été transféré en Allemagne, compte tenu du fait que sa situation sanitaire était devenue un peu plus délicate. Mais en aucun cas, nous ne pensions que nous aurions la journée d'hier et le terrible communiqué que le gouvernement a dû livrer à la nation. Ça a été un choc. Abdulkader Cissé, vous étiez proche d'Ahmed Bakayoko. Oui. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? C'était le 26 décembre. Le 26 décembre, je l'avais rencontré à son domicile. Et il m'avait rencontré auparavant dans un lieu privé où il m'avait dit, mais tu es sapé, hein? Il faudrait que tu passes à la maison, on va faire une photo. Ah, monsieur le Premier ministre, j'essaie de m'habiller comme vous parce que vous êtes une référence pour nous. Et après, il se faisait tard, on ne m'appelait pas et je suis rentré à la maison. Après, j'ai reçu un coup de fil, ça venait du Premier ministre et je suis allé tout de suite vers lui. On a fait la photo. Je lui ai dit que je vais m'habiller très bien pour la nouvelle année pour venir lui souhaiter mes vœux les meilleurs. Et rien ne présageait que le Premier ministre était mal en point. Rien, rien. Il pétait la forme. Bah, je l'ai rencontré ce jour-là à minuit 35, en costume. J'ai même titillé pour dire, mais papa, tu es toujours en costume même après minuit. Tu travailles encore, mais tu dois avoir une vie de famille. Il dit, mais il n'y a pas de vie de famille, il faut s'occuper des Ivoiriens. Il faut s'occuper de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah d'accord. Gervais Coulibaly, vous êtes présent sur la scène politique ivoirienne depuis de longues années. Vous avez certainement côtoyé Ahmed Bakayoko à l'époque où il était ministre de la Poste et d'Intique dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est vrai qu'on le savait malade à partir des bulletins que nous voyions dans la presse, mais on ne s'attendait vraiment pas. On a cru qu'il y aurait eu, qu'il allait revenir. Comme d'habitude, il retomberait sur ses jambes et qu'on l'aurait revu avec nous pour continuer à développer les relations que nous avions, à travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a été choqués, il faut l'avouer. Aristide Nkenda, dans les coulisses des préparatifs des émissions antérieures que nous avons présentées ensemble, on parlait dans les coulisses justement de la santé inquiétante du Premier ministre Ahmed Bakayoko, mais on se disait que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Bien évidemment, parce qu'on savait aussi que c'était quelqu'un de très solide dans la tête, très solide physiquement, c'était un sportif, mais on ne s'attendait pas à cela. Et hier,
je m'apprêtais à regarder le match de la Champions League qui opposait donc Paris Saint-Germain au match retour avec Barça. Et j'étais assis quelque part et je voyais que tout le monde me regardait. Tout le monde me regardait. Et je me suis dit, bon, c'est parce qu'il me voit sur NCI. Mais c'était intensif et un a eu le courage, ça s'appelle Séverin, qui est venu me voir pour me dire, mais il y a une info. J'ai checké, j'ai fait un peu de fact-checking, mais je ne voyais pas. Ça venait de tomber. Et juste après, j'ai vu donc une information venant de quelqu'un de crédible. Je suis allé sur un journal important, j'ai vu que c'était annoncé. C'était un très grand choc. Un très grand choc parce que c'est mon ancien patron. C'est grâce à lui que j'ai eu cette chance, grâce à Meïté Sendou qui est sur ce plateau, qui m'a donc recruté du libéral pour le patriote et que j'ai eu la chance de m'asseoir autour d'une table avec Ahmed Bakayoko lors de la première réunion et qui nous a dit des choses extraordinaires. Et pour moi, si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que justement j'ai suivi cette famille qui m'a donné la possibilité de m'exprimer et de devenir ce que je suis. Donc c'est un très grand choc pour moi. Je perds un grand frère, un patron, mais surtout un membre de ma famille. Très bien, on aura l'occasion de recueillir tous vos témoignages. Vous dites que c'est un grand choc. C'est avant tout un très grand choc pour le chef de l'État, le président Ouattara, qui a annoncé la nouvelle hier par les canaux digitaux sur les réseaux sociaux notamment. Après lui, plusieurs autres chefs d'État dans le monde lui ont emboîté le pas et ont témoigné de leur compassion suite à cette mauvaise nouvelle. On suit cet élément et on en parle juste après. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer, a annoncé le président de la République Alassane Ouattara dans un communiqué avant de rendre hommage au défunt chef du gouvernement. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. D'autres chefs d'État de la sous-région ont également rendu hommage à l'illustre disparu. J'ai appris avec émotion le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Je salue la mémoire de l'illustre disparu et présente mes condoléances attristées au président Alassane Ouattara ainsi qu'au peuple ivoirien frère. Macky Sall, président du Sénégal. Je présente mes condoléances émues à la famille de Ahmed Bakayoko, à mon homologue Alassane Ouattara et à l'ensemble du peuple ivoirien. Roch Marc Kaboré, président du Burkina Faso. C'est avec une immense douleur que j'ai appris ce jour le décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko, un homme d'État hors pair, dévoué à la tâche et rigoureux au travail. S'en est allé. Faure Gnassingbé, président du Togo. C'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko. Unanimement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au-delà d'être un travailleur fidèle et acharné, était connu comme étant un homme généreux, empreint d'une extrême humilité. Symbole de loyauté et de résilience, il était un homme fédérateur. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils de l'Afrique, une valeur sûre. À tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois. Yako à vous. Patrice Talon, président du Bénin. Nommé en juillet 2020 à la tête du gouvernement après la mort soudaine d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'était rendu en France le mois dernier pour des examens médicaux avant de faire route vers Fribourg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, où il est décédé hier mercredi 10 mars. Monsieur Ahmed Bakayoko, c'est avant tout un self-made man qui est parti de rien du tout, on a l'habitude de le dire, pour se hisser à la hauteur à laquelle il était avant de rendre l'âme. Partir d'un quartier populaire comme Adjamé, Dallas on nous dit, pour devenir Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, il faut avoir beaucoup de qualités. Adjamé, Habitat Extension plutôt. Meïté Sendou. Ah oui, self-made man, je veux dire multidimension. On retient vraiment le volet self-made man, homme d'affaires, mais parfois on oublie aussi qu'il a construit son parcours politique quasiment depuis 1991. En tout cas, moi, je l'ai vu à cette époque-là. Je crois que c'était l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, notamment. Et à cette époque-là, on était dans la tourmente du multipartisme. Et le président et le parti au pouvoir à l'époque, le PDCI, était assez bousculé, assez chahuté par l'opposition à l'époque. Et il se trouvait que les
organes officiels, la jeunesse notamment du PDCI, avait du mal à donner du répondant. Et ce sont des jeunes, comme Ahmed, je crois qu'ils étaient 5 ou 6 à l'époque, que nous avons vus. On finissait nos études à la fac et pendant la tourmente, en tout cas de l'ère multipartite, je voyais vraiment un tout jeune, c'était Ahmed que je connaissais, que je voyais à Mermoz. Donc, tenir le micro, tenir le crachoir, tenir la contradiction avec l'opposition, défendre le régime d'Houphouët. Et je crois que sa carrière politique, en tout cas sa carrière de self-made man en matière politique, est partie de là. Tout est parti de là. Gervais Coulibaly, jusqu'à la rencontre avec le président Ouattara. Gervais Coulibaly, à l'époque, il faut avoir du cran. Pour autant s'afficher, être si jeune et s'afficher en politique. Oui, oui, mais en même temps, l'affichage était du côté du parti au pouvoir. Donc, il fallait déjà... À une époque où le parti au pouvoir commençait à avoir des problèmes. Des problèmes avec l'opposition. Et il était bon pour le parti au pouvoir d'avoir des jeunes, comme l'a dit Meïté, pour le défendre. Et avoir le cran de le défendre, il faut noter qu'ils n'étaient pas tous d'accord de toutes les façons. Bien sûr. Comme dans tous les partis politiques, comme dans tous les régimes, vous commencez, il y en a d'autres qui, dans le même camp, vous faites des crocs en jambes. Et Ahmed a défendu, comme il a pu, le parti au pouvoir. Il s'est fait connaître. Il s'est fait connaître et ça, je pense que ça l'a aidé pour la suite. Il s'est formé. Et il faut ajouter quand même, Ali, à la suite de ce que Gervais Coulibaly dit, il a eu dans la suite, c'est-à-dire non seulement il y avait le militantisme estudiantin pour faire front, porter la contradiction avec l'opposition, mais c'est dans la foulée qu'il a créé la première version du Patriote, la version hebdomadaire du Patriote. Il y avait l'ère et tout ça du multipartisme, mais il y avait également le pluralisme médiatique. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, le Front populaire ivoirien venait de lancer son journal La Voix, qui est un journal qui cartonnait quasiment. Je crois qu'il caracolait vraiment à des tirages, parce que toute l'opinion, la population ivoirienne, devant Houphouët et tout ça, déclinant, avait soif de changement. Et là, c'est de là que sort quelqu'un comme Ahmed, qui lance donc la version hebdomadaire du Patriote, et puis bingo, qui tient la dragée à l'opposition. Et je crois que ça a été courageux, vraiment, véritablement. Et je crois que c'est là également que, politiquement et médiatiquement, il s'est construit. Alors justement, beaucoup d'Ivoiriens se posent des questions sur le Patriote. On a l'avantage d'avoir deux d'entre les anciens collaborateurs d'Ahmed Bakayoko au Patriote. Où et comment cette histoire du Patriote, précisément? Ça va être difficile de vous dire. Moi j'ai participé... À quel moment Ahmed Bakayoko se dit il faut lancer un journal? Moi j'ai participé à la deuxième odyssée du Patriote. La première odyssée du Patriote, c'était 91-94. Et puis la deuxième, en temps, Ahmed a été arrêté, il est allé en prison, donc il y a eu une hibernation. Le président Ouattara travaillait sur son projet politique et donc est revenu du FMI en 99. Donc nous, avec Aristide notamment, on est de la seconde odyssée du Patriote. Moi, j'ai fait un tout petit bout vraiment du Patriote en hebdomadaire, mais je sais que globalement, c'est le ministre Ali Coulibaly, qui était directeur de la RTI à l'époque, qui avait tenu la main à Ahmed Bakayoko, qui l'avait présenté au ministre de la Construction de l'époque, Mamba Bamoussa, qui lui avait dit « Ah, ce jeune, il a du coffre, il est brillant, il peut nous aider. » Il peut aider le Premier ministre Ouattara, il peut aider le président Houphouët. Il a l'idée de créer un hebdomadaire, aidons-le. Et je crois que c'est comme ça que l'idée de créer le Patriote en version hebdomadaire est née. Et quand c'est né, et que le Patriote, dans cette version-là, a pu tenir la dragée, la contradiction à l'opposition, je crois que ça a rapproché Ahmed Bakayoko du Premier ministre de l'époque, Alassane Ouattara. Et ensuite, ça l'a fait rentrer dans le cercle assez restreint du président Houphouët. C'est ce que je sais de l'histoire. Aristide Nkenda, on se souvient de cette une suite à l'union entre le président Ouattara et la première dame, où le Patriote avait mis à sa une justement les images de cette union. Ce sont des moments mémorables dont vous vous souvenez aujourd'hui? Alors, tu me permets, Ali, de revenir un peu en arrière pour dire que quand on parle un peu de self-made man, c'est qu'il y a aussi que chez les Grecs, il y a deux significations du temps. Il y a le chrono, le temps qui tourne, et le kéro. Et on ne peut pas oublier que Ahmed Bakayoko était quand même en fac de médecine lorsqu'il va à la tête d'une délégation de jeunes étudiants du MESI, justement, pour rencontrer le nouveau Premier ministre, le tout premier Premier ministre, M. Alassane Ouattara. Et avant la rencontre, le Premier ministre dit à Ahmed Bakayoko,
je vous donne 15 minutes. Or, il se trouvait que ces étudiants, quand ils allaient voir les aînés qui étaient ministres, ils avaient toujours un dithyrambe qu'ils écrivaient sur beaucoup de pages pour faire la talakou, comme on dit en jargon populaire. Et au bout de 3 feuilles, le Premier ministre le stoppe net et lui dit « Jeune homme, je vous ai dit, vous avez 15 minutes. » Ahmed Bakayoko raconte qu'il était assis sur le climatiseur, mais il transpirait. Et le Premier ministre se rend compte qu'il est en difficulté, le rassure et il continue. Et c'est là qu'il se rend compte que quelque chose se passe dans sa vie. Et c'est son premier cours magistral à cette école qu'on appelle l'école Ouattara. Et juste après ça, comme il lance aux patriotes, parce qu'il se rend compte que justement, comme dit Meïté Sendou, il y avait dans notre voie, mais surtout Bolkoch qui descendait systématiquement le président au fouet. Il dit donc, il faut que je défende le président au fouet, parce qu'il est traîné dans la boue. Mais il est découragé par certains aînés qui lui disent « mais tu ne peux pas faire la presse ». Mais il se trouve qu'Ahmed Bakayoko, déjà au CM2, avait été rédacteur en chef d'un journal de son collège. Et il se souvient qu'il peut le faire. Il est aidé quand même, il faut le souligner, par Jean Piaillet. Parce que les réunions se tenaient à Trècheville, des informations que j'ai. Hein. Bamba Alex également. Bamba Alex également. Et à partir de ce moment, un matin, la première dame actuelle, Mme Dominique Ouattara, se lève. C'est ce qu'elle me raconte le jour où on est d'ailleurs allé pour la première fois à leur domicile que c'était appelé Hollywood ici à Blocos. Donc on allait, j'ai posé la question à la première dame. Comment vous avez connu M. Ahmed Bakayoko? Elle me répond, un matin je me réveille et je vois la une du journal, ma photo avec la manchette, voici la future épouse du Premier ministre. Et c'est comme ça qu'elle cherche à le rencontrer et elle découvre, c'est ce qu'elle me dit, elle découvre que c'est une intelligence, qu'il est brillant et donc elle le reprend par la suite et le représente à son époux et c'est comme ça qu'il entre dans cette école et il se construit à partir de ce repère qui est Alassane Ouattara. Parce que justement, il ne faut pas oublier, aujourd'hui les gens n'ont plus de repères, les gens pensent qu'ils peuvent arriver tout seuls. Moi, je suis arrivé parce que j'ai regardé Meïté Sendou. Parce que Meïté Sendou, à la rédaction, nous obligeait à avoir des modèles. Et nous avons donc regardé des modèles, dont ce qu'il nous a dit le premier jour de la réunion de rédaction. Ahmed Bakayoko nous dit ce jour-là, si on vous donne 14 sur 20 alors que vous méritez 12 sur 20, refusez parce que vous avez 12 sur 20. Mais si on vous donne 12 sur 20 alors que vous avez 16 sur 20, réclamez les 16 sur 20. Donc à partir de ce moment, vous comprenez que Ahmed Bakayoko, même en se construisant avec un repère, le président Alassane Ouattara. Et vous avez vu la carrière qu'il a eue. Abdoul Kader Cissé, sur la scène politique ivoirienne, il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup de mentors. Oui. Sous l'aile de qui vous pouvez vous mettre. Oui. Pourquoi vous choisissez Ahmed Bakayoko? C'est un concours des circonstances ou c'est parce qu'en tant que jeune, vous vous retrouvez en lui, vous lui trouvez des valeurs que vous chérissez? D'abord, nous avons créé notre mouvement qu'on appelait JUNCI, Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire. Ce mouvement-là soutenait les actions du président de la République et continue de soutenir les actions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et en 2013, nous avons participé aux tournées présidentielles. Et nous étions dans le Boclin, nous étions plus précisément à San Pedro. Et lorsque le président faisait le tour des bâches, arrivé sur notre bâche, le président a marqué l'arrêt. Et derrière, tout juste, le Premier ministre, qui était en ce moment ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, il était juste derrière le président de la République. Et quand le président de la République a continué, le ministre de l'Intérieur est venu s'arrêter vers nous pour nous dire « Mais comment vous faites pour mobiliser ?» On dit « Bon, on n'a pas les moyens, mais vraiment c'est la volonté. » On se cotise et on vient pour mobiliser. Il dit, mais c'est bien ça. Il dit, mais Abou Diarra, qui était son protocole, il demande, tu les connais? Abou dit, oui, je les connais. Il dit, prends son contact. Un mois après, je reçois un appel qui me dit de me rendre à Séguéla parce que le ministre de l'Intérieur va à Séguéla. Je vais à Séguéla, je rencontre le ministre Ahmed Bakayoko le premier jour. On échange, on finit d'échanger, on est une dizaine de leaders. Il prend mon contact et c'est de là tout est parti. Et nous avons commencé à tourner. Et le ministre, il nous disait toujours, je ne veux pas mon image, je ne veux pas mon nom, je veux toujours Alassane Ouattara. Tant que vous allez parler d'Alassane Ouattara, vous aurez toujours mon soutien. Et nous étions toujours dans cette mouvance-là. En 2018, il y a eu le mois de jeûne et nous étions en train de préparer la rupture et puis on reçoit un appel du secrétariat du ministre de la Défense qui nous dit que le ministre de la Défense souhaite venir rompre le jeûne chez vous le lendemain. J'ai dit, mais comment? On n'a pas fait cette demande. Comment le ministre va venir rompre le jeûne chez nous? Nous, vraiment, dans notre jargon, nous, on a quoi? Et il pleuvait. On s'est dit, là, c'est mort. Le ministre ne viendra plus. Après, on nous apprend que le ministre est en train de rompre le jeûne à l'Ivoire.
c'était la désillusion. Quelques minutes après, la sécurité nous appelle pour nous dire que le ministre est en route. Le ministre arrive, tout le monde est joyeux. On n'a même pas besoin même que le ministre même commence à parler. On est content de le regarder tellement on est stupéfait de savoir que quelqu'un qui vit jusqu'à la Riviera vient derrière la mairie dans un endroit où on ne peut pas imaginer venir chez une personne qui ne connaît pas, ça fait une vingtaine d'années ou trentaine d'années comme des aînés, et venir vers nous et puis échanger. Et à la suite, il y a ma secrétaire générale qui prend la parole pour lui dire à quoi bas. Et il me dit, mais président, elle a une bonne diction. Hein. Est-ce qu'elle travaille? Il dit, non, elle ne travaille pas. Il dit, tu me fais parvenir son CV. Dès le lendemain, elle a eu du boulot. C'était une joie. Pour nous, c'était ça, Ahmed Bakayoko. Parce qu'il faisait briller les étoiles. Très bien. Alors, avant de poursuivre, on va parler d'Ahmed Bakayoko, l'homme fidèle et loyal à ses idéaux et à son mentor jusqu'au bout. Mais avant, je vous propose d'écouter cette série d'hommes de médias qui se prononcent justement sur la disparition de l'ex-chef du gouvernement. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un homme de dimensions multiples. Avant son engagement politique, il a été un journaliste passionné, ensuite patron de presse. Très jeune, à 25 ans, il fonde le quotidien Le Patriote et en devient son directeur de publication. 3 ans après, il est le premier PDG de Nostalgie. Son parcours inspirait les journalistes. Pour le président de l'UNGCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, sa perte est un espoir brisé. Quelqu'un qui incarnait beaucoup d'espoir pour nous, les journalistes, parce que, comme vous le savez, il était lui-même journaliste. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un journaliste arrive au niveau de la primature, au niveau du Premier ministre. Et il incarnait beaucoup d'espoir pour nous, tout simplement parce que il a été aussi patron de presse. Il connaît mieux les entreprises de presse que quiconque. Il a été patron du groupe Mayama Édition et Mayama Production, qui est société éditrice de Le Patriote. Il a été également le DG de la société Sorano, c'est-à-dire société radio Nostalgie à Abidjan, et Nostalgie Afrique également. Donc c'est quelqu'un qui connaissait bien les mots qui minent notre corporation. Ce que je garde de lui, c'est un homme qui est profondément humble, qui a beaucoup d'empathie et qui est généreux. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko savait se mettre à la place des autres pour mieux les aider. C'est de là que sort un peu son sens du partage et sa générosité. Il aimait l'homme. Vous ne verrez pas quelqu'un vraiment médire sur sa personne à ce niveau-là. Attaché à la culture, le Premier ministre Ahmed Bakayoko pouvait fredonner tous les airs les plus en vogue de la musique ivoirienne. Bon danseur, il était l'ami des artistes. C'est vraiment une grande perte pour la nation, une grande perte pour la musique. Je dis une grande perte pour la musique parce qu'il était la manche de la guitare, celle même qui tirait les cordes, qui permettait aux cordes de donner une sonorité. Il était celui qui quand un artiste le croisait, avait une solution réglée. Il était le typique Ivoirien, l'homme de la joie, l'homme de la fête. C'était l'Ivoirien, c'était l'homme sociable. Moi, personnellement, il m'a marqué lors des funérailles de Feu Didier Arafat. Il m'a marqué parce que les gens disaient beaucoup de choses sur les réseaux sociaux de lui. Mais il n'a pas regardé à cela. Il était là pour son fils, comme il le disait. Il était là pour son fils et il nous a aidés à faire des funérailles grandioses pour son fils. Ce n'était pas un parrain qu'on vient chanter son nom, ou bien quelqu'un qui aimait la culture comme ça, mais il vivait la culture. C'était le pont entre les riches et les pauvres. Sa vie parlait, sa vie nous disait beaucoup de choses. C'est un homme multidimensionnel, adulé de tous, le pont entre la haute société et petit peuple qui prend les Ivoiriens de court par ce départ brusque. Une onde de choc pour le monde de la culture et des médias. Gervais Coulibaly, beaucoup d'entre les hommes politiques ivoiriens ont l'image ou renvoient l'image de personnages très clivants,
Ahmed Bakayoko, quel que soit le camp où on se trouvait, on avait l'impression d'avoir une certaine proximité avec lui. Oui, parce que nous ne partagions pas forcément les mêmes convictions politiques, c'est clair. Évidemment. Mais nous étions d'accord sur une chose, c'était la Côte d'Ivoire. Là où on parlait de la Côte d'Ivoire, où il y avait l'intérêt des Ivoiriens, où on pouvait ramener, essayer de trouver un petit terrain d'entente, Ahmed était partant. Et nous avons eu beaucoup de discussions depuis 2011, à mon retour d'exil, parce que souvent on l'oublie. J'étais en exil et c'est par Ahmed que j'ai eu au téléphone qui m'a dit « Écoute, je pense que tu peux rentrer d'exil et ça va aider à décrisper l'atmosphère. » Donc, quand je suis rentré, on a discuté, on a beaucoup discuté, ce n'était pas facile. Vous comprenez bien, je sortais on était au pouvoir, eux, ils venaient d'arriver, il y a toujours les tensions, mais nous avions, je suis préfet, et lui, il était le ministre de l'Intérieur, nous avions donc un intérêt qui était, il faut que la paix réside en Côte d'Ivoire. Il faut maintenir l'ordre pour que nous puissions avancer. Alors, nous discutions. Et cette discussion n'était pas facile, mais nous nous arrangions toujours pour mettre la Côte d'Ivoire au centre. Et il acceptait de discuter. La Côte d'Ivoire appréhendait les dernières élections législatives, surtout quelques mois après une présidentielle émaillée de violence. On se disait qu'à la faveur des législatives, on pourrait avoir encore des violences, mais est né un dialogue politique qui finalement a suscité l'adhésion de tout le monde. Ce dialogue politique était dirigé par un certain Ahmed Bakayoko. Vous, en tant qu'homme politique, surtout de l'opposition, vous avez l'impression que c'était sa marque, sa patte qui a permis justement à avoir ces élections législatives apaisées? Oui, il a beaucoup travaillé à l'apaisement du climat. C'est vrai que dans les discussions que nous avons eues, parce que j'ai participé à tous les dialogues qu'il y a eu depuis 2011, et toujours avec Ahmed Bakayoko au centre, que ce soit le Premier ministre Aoussou, que ce soit le Premier ministre Duncan, que ce soit le Premier ministre Amadou Gon, jusqu'à ce que ce soit lui-même, nous avions eu des discussions qui, après la réunion qu'on voyait, il y avait l'autre réunion qui était la plus difficile. Celle ou bien pour préparer la rencontre, ou alors pour essayer d'arrondir les angles après la rencontre qu'on avait à la primature. C'était là le vrai dialogue. Parce qu'à ce moment-là, on posait les problèmes, on se parlait les yeux dans les yeux. Ce n'était pas comme quand on est dans une salle où il faut tenir compte du fait qu'on parle au Premier ministre ou au ministre d'État. Là, on se parlait franchement et on se disait des choses qui étaient quelquefois très dures. Mais le Premier ministre, en son temps, le ministre d'État, acceptait de se remettre en cause quand cela était nécessaire. Il vous disait, bon, écoutez, je retourne voir mes mandants, comme nous aussi, on retournait voir, comme on dit, la base. Et puis, après, on se retrouve. C'était passionnant, c'était difficile quelquefois. Il n'était pas compris souvent dans son camp, comme nous aussi, on n'était pas forcément compris dans notre camp. Alors, c'est pour cela que, quelquefois, les gens avaient l'impression que, bon, peut-être dans son camp, hein, qu'il était trop... on va dire, il cédait trop. Et puis chez nous aussi, on estimait que, bon, nous lâchions trop. Mais il fallait trouver le juste milieu. C'est pas facile, toujours, mais retenez que la vérité est toujours vers le centre. Bien sûr. Maïté Sando, il se dit même, il se raconte que Ahmed Bakayoko, au-delà des rencontres formelles, comme vient de le rappeler Gervais Coulibaly, au-delà de ces rencontres-là, il avait une sorte de fraternisation avec l'ensemble de la classe politique. C'est vrai, moi je n'ai pas eu l'honneur de participer comme mon aîné Gervais Coulibaly aux négociations, mais j'ai eu le privilège d'avoir des échanges en tant que collaborateur et même en tant que frère assez longs sur ce qu'était la quintessence de sa philosophie sur cette question. Ahmed Bakayoko, d'abord, c'était un pragmatique. Ça, c'est déjà vraiment la première chose. Un réaliste. Un réaliste. C'est-à-dire qu'il me rappelait toujours la philosophie de Nelson Mandela qui disait à ses geôliers, notamment aux Blancs, « Tant que je ne suis pas libre, vous n'êtes pas libre. » Ça veut dire que tant que le peuple noir est en lutte, vous, les Blancs, vous êtes obligés de développer un appareil sécuritaire, un appareil de renseignement, un appareil de répression, donc pour nous surveiller. Donc, quand vous me libérez, naturellement, vous vous libérez vous-même.
Et Ahmed avait toujours vraiment un pragmatisme, il disait toujours au cours de nos conversations, il dit, tu sais, là le pays évolue, il est bien qu'on joue le pays. Et il est bon qu'à un moment donné, quel que soit le régime qui arrive, ce régime-là ne soit pas toujours obligé de regarder derrière, à surveiller ses arrières et à développer un système sécuritaire et tout ça. Et donc pour cela, il faut trouver absolument les moyens, les leviers pour jouer la décrispation. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, et ça je parle sous le contrôle de mon aîné Gervais Coulibaly, c'est que je crois que l'opposition avait le sentiment d'avoir en face un interlocuteur, un intermédiaire, un envoyé du président Ouattara sincère. Donc, ils étaient en aptitude de penser que quand Ahmed Bakayoko, vis-à-vis d'eux, prenait un engagement, il était capable de le faire tenir par son parti, de le faire accepter par son camp, mais également vraiment de le faire tenir. Et tout cela, effectivement, finissait par créer une atmosphère de confiance. Et comme Gervais Coulibaly le dit, je sais que le dialogue n'était pas simple, que les vérités parfois qui sortaient de la bouche d'Ahmed vers l'opposition étaient très dures. Mais ils avaient toujours véritablement le sentiment d'avoir en face un frère sincère, qui leur disait les choses cash, mais telles qu'elles étaient, qui était capable véritablement de prendre un engagement et de le faire tenir par son camp. Et cela, c'était fondamentalement important pour la décrispation. Alors, les Ivoiriens dans leur ensemble ont été sonnés suite à cette nouvelle. Je vous propose d'écouter quelques-uns qui ont été interrogés par nos équipes dans les rues d'Abidjan. Ce jeudi matin, des élèves de la commune d'Abobo ont effectué le déplacement dans l'enceinte de leur commune pour pleurer leur père, grand-père, le maire d'Abobo qui s'est éteint mercredi en Allemagne à l'âge de 56 ans. C'est en 2018 que le défunt chef du gouvernement a été élu premier magistrat de cette cité située au nord de la capitale économique ivoirienne. Une cité qui a essayé de se débarrasser de ses nombreux préjugés d'insécurité, de peu fréquentables entre autres, qui lui collaient depuis que Hambak a pris ses rênes. Des travaux d'embellissement au bitumage de certaines artères, en passant par l'épineuse question de la sécurité, le maire a laissé des traces. Sa population le pleure. Le maire, il a fait beaucoup pour Abobo. Il a fait beaucoup pour Abobo. Nous-mêmes, on voit aujourd'hui. Vous-même, vous êtes là. Depuis, ça fait au moins pratiquement 1 an qu'il est à Abobo. Il y a beaucoup de changements. Et je ne sais pas. Tu ne peux pas imaginer comment la douleur que nous ressentons actuellement à Abobo. Hier, je n'ai pratiquement pas dormi. Je suis en train de réfléchir, mais bon. C'est le ministre, M. Ahmed Bakayoko, c'est un grand homme qui est toujours disponible et qui est aux soins de sa population. Puisqu'il y a l'image sécuritaire, il y a l'environnement, il y a la promotion de notre commune à Bobo qu'il a prôné. Et même pour ceux qui avaient peur d'arriver à Bobo aujourd'hui, ils viennent se balader à Bobo, ils viennent découvrir à Bobo. Bon, je retiens de lui un grand leader, quelqu'un qui a su rassembler tout un peuple malgré la diversité de ce peuple-là, qui a su rassembler ce peuple-là et qui a marqué son tampon, qui a marqué son positionnement au sein d'Abobo. Ouais. L'enceinte de la mairie d'Ordinaire qui grouille de monde vit déjà au rythme de cette disparition tragique. Ce proche collaborateur, tout aussi dévasté, raconte l'homme. L'homme comme Ahmed Bakayoko dans le cœur des Abobolais, c'est la désolation. C'est la désolation totale parce que Ahmed a instauré un nouveau climat entre les Abobolais. C'est-à-dire un climat de solidarité, de partage. Il a instauré ça. Et il a instauré aussi le vrai vivre ensemble. Et mettre dans le cœur des Abobolais la joie. La joie dans le cœur des Abobolais. Aujourd'hui, vous voyez que Abobo a changé de visage. C'est grâce à Ahmed Bakayoko. Abobo d'hier et Abobo d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est grâce à Ahmed Bakayoko. On ne parle pas de microbes maintenant à Abobo. On ne parle pas de petits bandits, de par-ci, par-là. Ça a changé, c'est grâce à Ahmed Bakayoko. Il n'a pas employé la police ni la gendarmerie pour combattre, c'est cela. Mais il avait sa stratégie d'éducation qu'il a employée. Il avait sa méthode pour que tout ça recule.
après Ahmed Bakayoko, quel sera le développement d'Abobo? Partout, l'on salue l'homme affable qui inspirait la jeunesse. C'est quelqu'un qui a eu à booster la jeunesse, qui a poussé la jeunesse vraiment à donner le meilleur d'elle-même. Voilà, et qui a vraiment, comme je viens de le dire, qui a réveillé le talent de chaque jeune. Voilà, en parlant de... Je ne sais pas comment m'exprimer, mais c'est quelqu'un qui a eu à vraiment pousser la jeunesse à se réveiller, à réveiller le talent qu'il y a, par exemple, qu'il a eu en soi. Vraiment, ça nous a vraiment touchés parce que le Premier ministre a beaucoup fait pour la jeunesse ivoirienne. Donc, ça nous a vraiment découragés, sérieusement. Moi, personnellement, j'ai été vraiment déçu parce qu'il nous a quittés si tôt. Sa mort me peine. Je pense que c'est un mal pour toute la nation. Ce décès permet aux Ivoiriens de se réunir, de devenir un. Ne regardons pas nos partis politiques. La nation ivoirienne perd un grand homme d'État, la jeunesse, un exemple, un leader. La commune d'Abobo perd quelqu'un qui portait l'espoir de sa métamorphose. Alors, sur la scène politique, ce rappel à Dieu d'Ahmed Bakayoko est un coup dur pour sa famille politique, le RHDP, qui perd 2 premiers ministres en l'espace de 8 mois, 2 jours précisément. Meïté Sendou. C'est pour cela que cette disparition est un choc pour la nation, parce que je crois que le pays ne s'est pas encore véritablement remis des traumatismes de 2020, de la disparition brutale du Premier ministre Amadou Gon. Et quand un tel drame arrive en l'espace de, prêtez-moi, de 8 mois, 8 mois. De 8 mois, effectivement, c'est un choc. J'ai vu les premiers communiqués du RHDP, mais bon, on va attendre. Je pense certainement qu'il y aura des réunions à bon sommet. Et certainement, on aura un peu plus de clarification sur la posture qu'il prend. Justement, le directeur exécutif du RHDP s'est prononcé en annonçant notamment la suspension de toutes les activités du parti. Je vous propose d'écouter Adama Bictogo. Abidjan Cocody, rue L'Épic, l'un des QG du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP. C'est un Adama Bictogo, directeur exécutif très triste et ravagé par le décès du chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, qui était face à la presse. À ses côtés, un autre cadre du parti, le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi Jeune, Mamadou Touré. À la suite de ce qu'il a qualifié de perte cruelle, voici le mot d'ordre de la direction du parti présidentiel. Nous voilà à nouveau devant une épreuve. Une dure épreuve. Le RHDP appelle tous ses responsables, coordonnateurs régionaux, départementaux, communaux, sous-préfectoraux, présidents de comité de base, à suspendre toutes leurs activités dans l'attente de l'annonce du programme des obsèques. Demandez aux militants et militantes du RHDP que devant cette preuve, l'émotion est forte, la douleur est forte, elle est grande. Mais je leur demande d'enfouir en eux la douleur et de rester debout, digne pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, digne pour que nous puissions lui rendre un grand hommage. Ahmed Bakayoko est décédé mercredi en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Un décès qui intervient au lendemain des dernières législatives où il a été élu dans la circonscription de Séguéla, dans le nord-ouest ivoirien. On retiendra d'Ahmed Bakayoko qu'il a été loyal et fidèle à Alassane Ouattara jusqu'au bout, Aristide Nkenda.
Oui, absolument. Comme j'ai expliqué au début, c'est qu'il avait compris qu'à partir de ce moment, il avait un repère et pour rien au monde, il ne voulait lâcher prise parce que justement, il avait en face de lui une figure inspirante. Et, il faut surtout dire que le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko nous interpelle sur les 3 éléments hypostatiques de la vie, l'alimentation, la santé, la spiritualité. Et vous voyez bien que la pandémie, la maladie à coronavirus, a beaucoup fragilisé, n'est-ce pas, les systèmes unitaires. Et on voit, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a des pays où il y a eu des séries de ministres qui sont décédés, il y a même le taux dans certains pays qui sont très élevés. Et on a donc dit dans les bulletins qu'on recevait qu'il a été, pas 2 fois, n'est-ce pas, en contact avec le virus. Et justement, ça nous interpelle, et comme a dit le directeur exécutif du RHDP, à plus de dignité, à plus de responsabilité sur la... Plus d'humanité. Plus d'humanité et plus de responsabilité sur la dimension spirituelle. Parce que justement, dans les 3 éléments hypostatiques, il y a la spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, on parle de Dieu. Et généralement, les gens se disent que tout ce que Dieu fait est bon. Et parce qu'on ne sait pas, par moment, l'opportunité arrive dans la vie des hommes par un drame. Et on n'a qu'à regarder et qu'on regarde, mais vraiment... On ne peut pas ignorer que c'est un coup très dur, mais comme a dit Adama Bitogo, il faut qu'on reste digne, debout, pour lui rendre cet hommage national. Abdoul Kader Cissé, oui. Ahmed Bakayoko vous a aussi inculqué cette dimension à être fidèle et loyal dans votre combat politique? Très, très loyal. Il nous a inculqué des valeurs nobles. Il nous disait souvent qu'il ne fallait pas aller vite, il ne fallait pas aller plus vite que le destin, qu'il fallait souvent apprécier à juste valeur ce qui devait nous arriver. Et Dieu était au centre de tout. À chaque fois, il nous disait, quand vous avez 10 francs pour faire quelque chose qui coûte 5 francs, il faut le faire bien pour que tout le monde soit satisfait. Il ne faudrait pas vous montrer plus malicieux que les autres pour dire que vous utilisez 2 francs et puis vous gardez le reste. Ça, il nous a inculqué ça. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une grosse pète. Parce que Ahmed Bakayoko avait cette étoile-là qui faisait briller les étoiles des autres jeunes, des étoiles d'autrui. Et aujourd'hui, cette étoile-là s'est éteinte. Et j'avoue que c'est une grosse pète pour nous, mais nous gardons la foi. Le ministre Bitogo vient de le dire, nous gardons la foi. Ahmed Bakayoko est issu du RHDP. Nous sommes RHDP, nous allons toujours rester RHDP. Et nous allons continuer le combat parce que pour lui, il voulait voir la Côte d'Ivoire meilleure avec son père, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous allons continuer. Parce que je sais de là où il est, c'est ce combat-là qui va toujours mener. Et son esprit sera toujours sur nous pour qu'on puisse continuer à vraiment aller de l'avant. Pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment le pays émergent que le président de la République a toujours voulu et que Ahmed Bakayoko était en train de réaliser sous sa houlette. Il y a une image qui est restée collée à Ahmed Bakayoko. Partout où on passe, les jeunes avaient l'habitude de dire qu'il était très généreux. Monsieur, vous confirmez cela? Absolument. Aristide? Ali, mon premier ordinateur, c'est Ahmed Bakayoko qui me l'offre, par Yeo Jean-Claude. Bon, c'était la période où Mété allait créer Nord-Sud. Nous sommes restés et moi, c'est comme ça que j'apprends donc à monter les magazines parce qu'il était ministre de l'Intique à l'époque. Ensuite, il avait ce pragmatisme et il a dit quelque chose, le frère tout à l'heure, qu'il savait faire éclore les étoiles. Alors, quand je démissionne du quotidien Le Patriote pour aller chez Fabrice Saognon et créer Tycoon, j'écris pour dire au revoir. Et je l'appelle pour lui dire que je dois partir. Il dit, j'ai appris que tu pars, pourquoi? Je lui dis, mais je lui rappelle la première réunion météo où il avait dit, si quelqu'un a une bonne promotion, il peut partir. Il dit, ah d'accord, bonne chance. Mais je ne savais pas qui connaissait Fabrice. Et le jour du lancement de Tycoon, et c'est l'invité spécial de Fabrice, et dans le couloir de l'hôtel Sofitel à l'époque, il arrive et tout le monde regarde Ahmed parce que il avait cette dimension affective où les gens l'aimaient beaucoup. Et il me regarde, il fonce vers moi, et il me fait la accolade en me disant « Aristide Kenda, tu fais du bon travail ». Et il me dit à l'oreille « Tu vois, je viens te tailler un grand costume ». Donc, il savait, il était un leader porteur de sens. Et un leader, valoriser les autres. Les gens. Et récemment, la dernière anecdote, c'est que l'actuel, je peux citer l'actuel Pullman, qui était sauveté à l'époque, il y a les after-work les jeudis,
Et son ami Cheikh Aramoko l'invite. Il vient, il était en costume, mais très décontracté. Mais j'avais remarqué, parce que moi j'avais rendez-vous, j'étais au hall, j'avais remarqué qu'il y avait trop de personnes avec des oreillettes, des costumes. Et moi, je n'étais pas là au afterwork, moi j'étais dans le hall, j'attendais un ami. Et après, je vois un mouvement. Et c'est lui qui sortait en fait avec toute sa garde. Et quand il est passé, il m'a vu, il a fait demi-tour pour venir me faire la collade. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le corona. Et il était encore mis à la défense. Donc, pour encore faire la collade. Et tout le monde me regardait le hall et le responsable du service au comptoir me dit, puisque j'étais au comptoir, quand elle est partie, il me dit, mais monsieur, vous êtes qui? Il dit, mais je suis qui comment? Moi, je suis assis ici. Il me dit, mais est-ce que je peux vous servir quelque chose? Je dis, mais depuis que je suis assis, vous ne m'avez pas servi. C'est maintenant que mon grand frère vient me faire la collade. Donc, il avait cette capacité, vous vous imaginez, mise d'État, mise à défense, qui fait demi-tour pour venir faire la collade à son ancien collaborateur. Mais vraiment, il avait cette capacité à vous donner de la valeur. Gervais Coulibaly, Aristide parlait tout à l'heure de dimension affective. Moi, je parlais de générosité. Au sein de la classe politique, Ahmed Bakayoko, au-delà de la fonction officielle, c'est quelqu'un qui était généreux aussi avec des leaders politiques, même qui n'étaient pas de son bord. Mais bien sûr, ce qu'il faut noter, la générosité, ne la voyons pas de manière pécuniaire. Pas forcément. Voilà. Alors, je voudrais dire ceci. Tous ceux qui sont rentrés d'exil, quand ils ont décidé de rentrer et qu'ils ont pris contact avec moi, je ne vous parle pas de maintenant. Je vous parle de 2013, où c'était encore assez difficile. Exactement. Et quand ils appellent, Gervais, je souhaiterais rentrer, je vais en parler avec Ahmed. Je vais trouver Ahmed. D'abord, vous l'appelez, il décroche. Vous allez... Ce qui est rare. Bon... permettez de le dire, vous allez lui expliquer, il y a tel ami, tel camarade qui veut rentrer. Laisse-moi le temps de regarder un peu, parce qu'il ne s'agit pas de faire rentrer quelqu'un qui va aller tomber parce qu'il a des problèmes avec la justice. Et ça, Ahmed ne souhaitait pas. Ce n'était pas bon pour le processus dans lequel nous étions de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Alors, je lui en parle. Il payait même le billet d'avion des personnes qui voulaient rentrer. Alors, quand je dis il payait, ce n'est pas lui qui payait. Il favorisait le retour des personnes. Il nous permettait d'aller les accueillir, de les sécuriser et de les faire rentrer chez eux. Et personne de ceux qui sont rentrés, que j'ai aidé à rentrer, aucun. Vous citez des noms peut-être? Mais oui, ils ne m'en voudront pas. Je cite le nom du vice-président Dougou Alain. Je cite le nom de ma grande sœur Anne Yaouré, je cite le nom de coach, celui qu'on appelle coach qui est, comment on appelle, qui est l'entraîneur de football, qui était conseiller, chargé de mission du président Gbagbo, qui est notre aîné à tous. Hervé. Pas Hervé. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Alors, tous ceux-là sont rentrés, mais ils sont rentrés sécurisés. Tranquilles, ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas eu de problème. Mais je ne parle pas de ceux qui seraient rentrés sans que je ne sois informé. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il a été généreux parce qu'il a aidé à rentrer. Moi, c'est comme ça que je vois la générosité. Très bien. Mais en dehors de ce qui s'est passé avec les autres, où, bien sûr, il voit un jeune homme à qui il peut donner un peu de sous et il peut aider, ouais. Ça, c'est bien Ahmed. Très bien. Alors, messieurs, il nous reste 1 minute pour terminer cette émission, la première d'une série d'hommages au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le ministre Gervais Coulibaly vient de terminer son mot. Je donne 15 secondes à Aristide Nkenda pour dire ce qu'il retient de l'homme. Sa générosité managériale. Oui. Lorsqu'il donne la responsabilité à Mété Sendou de recruter, Mété Sendou lui demande de lui laisser la main et il lui laisse la main. Et Mété Sendou recrute des gens même qu'il n'avait jamais vus, dont moi-même. La première fois que je vois Mété, c'est parce que Mété m'invite à venir aux Patriotes. Et vous avez vu, l'ancien préfet d'Abidjan était en Afrique du Sud et Ahmed est allé le chercher là-bas. Il a d'ailleurs fait un post sur Facebook qui explique cela. Et vous avez vu le parcours qu'il a eu après. Il y a de nombreuses personnes comme ça que je peux citer. Donc cette générosité managériale faisait que Ahmed Bakayoko, quand on lui confiait une responsabilité, il pouvait réussir parce qu'il savait déléguer, il savait donner votre zone de confort pour que vous vous exprimiez. Il était aussi en même temps un leader coach. Très bien. Abdelkader Cissé. Moi, je vais parler plus de sa vision. Rapidement, allez-y. En février 2020, on décide d'organiser une rentrée politique qu'on a l'habitude d'organiser chaque année. On décide d'aller à la 4000 places du Palais de la Culture. Il nous demande, vous pouvez le faire? On dit oui. Il nous met les moyens à disposition. On arrive à remplir le palais bondé de personnes, au point même qu'on ne peut plus y avoir accès.
Le ministre Touré Mamadou applaudit, c'est formidable. Une semaine après, je me fais appeler par le cabinet du ministère de la Défense. Son chef CAB me fait appel et puis me dit, tu sais que le ministre a aimé votre mobilisation, il veut que tu sois dans son cabinet. Tu peux nous produire ton CV, je remets mon CV. Les semaines qui suivent, je dois venir commencer à travailler et puis bim, on a le corona. Et puis après, on a le décès cruel du Premier ministre Amadou Gon. Après, il y a eu sa nomination en tant que Premier ministre et ça a été un blocage. Mais je voulais dire qu'il nous a appris. Il nous a montré qu'avec ce qu'on faisait avec le cœur, ça pouvait nous permettre d'aller encore plus loin. Et ça, je tiens à lui dire vraiment grand merci. Merci pour tout. Merci. Meïté Sandou, on termine avec vous. Oui, c'est vrai. On peut dire beaucoup de choses sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On sera tous intarissables. On espère pouvoir participer aux autres séquences. Mais bien sûr. S'il y a une chose que je veux retenir vraiment en conclusion, c'est son authenticité. C'est-à-dire que Ahmed Bakayoko est un homme politique, un homme tout court, vrai. Comme on en voit vraiment rarement aujourd'hui en politique. En politique, ce qu'on voit, pour l'expérience que j'ai, en tout cas, j'ai quand même une trentaine d'années d'observation de la vie politique depuis 1990 dans les jambes. Les politiciens, en général, quand ils te disent bonjour, c'est qu'ils pensent te dire bonsoir. Mais Ahmed Bakayoko, il est authentique, il est sincère. Parfois, il est conscient de se tromper, mais quand il se trompe, il a la capacité et tout, de se remettre, et tout ça vraiment dans le bon ordre. Et moi, je pense que cette authenticité va beaucoup manquer à la Côte d'Ivoire, va manquer au président de la République et va manquer à sa formation politique. En tout cas, il va manquer à l'ensemble des Ivoiriens. Merci à vous, Gervais Coulibaly, Aristide Nkenda, Abdelkader Sissé, Meïté Sandou, d'être venus ce soir prendre part à cette émission, la première d'une série en hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé hier en Allemagne dans sa 56e année. Bon courage à l'ensemble des Ivoiriens. C'est la fin de cette émission, de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche pour un autre numéro. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.